Quel bel épisode on vient de vivre. Fantastique, merveilleux. Pour de vrai, des épisodes comme ça, j'espère que les auditeurs vont aimer ça parce que pour moi, c'est vraiment plaisant de pouvoir plonger dans mes pensées, dans les façons de voir, dans nos façons de travailler. Je pense que c'est un épisode qui va susciter l'intérêt, vraiment. Comme vous pouvez voir, on n'est que moi et Manu aujourd'hui. Moi, j'aime ça quand on a des épisodes ensemble comme ça. On a parlé de notre travail, on a parlé de l'intervention, on a parlé de ce qu'on fait. On a parlé de, en fait, travailler avec des gens qui ont tué du monde. On a parlé de travailler avec des gens qui ont voulu s'enlever la vie, le risque suicidaire, etc. Fait que pour les gens pour qui c'est des sujets sensibles, vous pouvez peut-être faire attention, écouter l'épisode à petite bouchée, pas l'écouter seul, etc. Mais ce que je trouve vraiment intéressant, en fait, c'est que Manu et moi, on travaille ensemble, mais on n'a pas nécessairement le temps d'avoir ces conversations-là parce qu'on est toujours en train de bourdonner partout. Fait que d'avoir une conversation profonde comme ça qui nous permet d'apprendre à se connaître, on dirait que ça solidifie notre relation. Puis vous êtes témoin de ça. Tout à fait, parce que nos épisodes, il n'y a rien de travaillé d'avance. Hein? C'est des épisodes tout à fait authentiques et moi, je remercie vraiment Jennifer d'emmener ce niveau d'authenticité parce que si c'était pour moi, on coupe, on reprend. Elle est comme non, on fait l'épisode, on se parle et vous êtes témoin de ça. Alors, je vous souhaite une bonne écoute. Bye! On parle de charge mentale. Achita la maman, en fait, il faut être organisé. Les malades, c'est gérer ton foyer, ta famille, bien tes affaires. Là, ils vont venir te parler de charge mentale, des maladies de parents. Aux enfants, il faut que les enfants voient les psy. Moi, il est hors de question. Dépression. Tout ça pour gâter la tête de nos enfants. Ça suffit! Changeons notre narratif. Le podcast Afrodescendant Démystifions notre bien-être vise à briser les tabous de la santé mentale auprès des communautés noires, un sujet à la fois. Au travers les épisodes, un ensemble d'invités diversifiés nous rejoindra pour échanger sur différents thèmes en profondeur. Grâce à leur expérience et à nos connaissances, vous trouverez des pistes de réflexion afin de briser les tabous en lien avec la santé mentale. Ensemble, nous ferons la lumière sur tous ces sujets qui sont restés trop souvent dans l'ombre. Je suis Jennifer, criminologue. Je suis Manuela, psychoéducatrice. Nous sommes deux professionnels engagés dans plein de projets. Mais qui veulent prendre le temps d'aller à la rencontre des gens. Alors, bonjour Manu! Bonjour Jennifer. On est ici pour enregistrer un épisode, toi et moi. Toi et moi. Toi et moi. J'aime bien. On va discuter. On va voir vers où la conversation va nous mener. En fait, ça va être ça un peu aujourd'hui. Mais j'ai envie de commencer par te raconter ce qui m'est arrivé ce matin. Vas-y. Ce qui m'est arrivé ce matin, c'était très drôle parce que je n'étais pas censée aller porter mes enfants en marchant. Parce que d'habitude, quand il y a le podcast et tout, bon, je suis pressée, puis je suis comme, je vais vous déposer en voiture, je vais partir après. Puis là, j'ai réalisé, dernière minute, j'étais comme, hey, le podcast commence plus tard. J'ai le temps de marcher, puis d'aller porter les enfants, puis de revenir à la maison. C'est juste que, tu sais, d'habitude, je prends une grande marche. Là, je me suis dit, je vais juste faire l'aller-retour. La route que j'ai eue. J'ai été porter mes enfants à l'école, ça a bien été. Après ça, quand je suis revenue, j'ai parlé avec une maman avec qui je n'avais jamais parlé, mais j'ai commencé à discuter avec elle et tout. Puis, à la fin, quand je l'ai laissée puis que je suis revenue pour marcher, j'ai commencé à entendre des gens crier. Là, j'étais comme, what the heck? Gros 8 heures du matin, devant une école primaire. Puis, je me retourne, puis là, je vois qu'il y a un gars dans sa voiture, puis un gars à l'extérieur de la voiture, puis je vois que les deux sont en train de s'obstiner. Le gars s'en va, il revient. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, je vais rester là juste pour être témoin, tu sais, au cas où quelqu'un fasse quelque chose de fucked up ou... Puis là, je voyais que ça l'escaladait. Là, un moment donné, le gars qui était dans la voiture s'est mis à crier, nanana. Là, tu sais, sortir sa main de l'auto. Là, ils ont commencé à parler d'appeler la police. Là, j'étais comme, oh, ils sont en train de s'énerver. Là, tu sais, deux messieurs, là. Qu'est-ce que tu fais là à 8 heures du matin? C'est parce que tu es allé porter tes enfants toi aussi ou tu es allé régler quelque chose, là. Tu sais, ils s'en allaient pas vers Montréal. Ils s'en allaient vers le petit quartier industriel, résidentiel. Ouais. Fait que, comme tu t'en retournais chez toi après avoir porté tes enfants, là, ou tu sais, quelque chose comme ça, là. Fait que je me suis dit, tu sais quoi, l'intervenante en moi, j'ai traversé la rue, c'est une grande rue, fait que je me suis juste mis sur le terre-plein au milieu. Puis là, j'ai dit, yo les gars, ça va? Diversion totale, là. Fait que là, le gars qui était dehors du véhicule s'est retourné. Celui qui était dans l'auto était comme, ce qui criait, là, il y a 2 secondes, il criait. Là, il était comme, c'est lui. L'autre traverse le terre-plein. Puis là, il dit, bonjour madame. Fait que là, j'ai dit, racontez-moi qu'est-ce qui s'est passé. Fait que là, il me raconte qu'est-ce qui s'est passé. Puis je me rends compte que là, je me dis, si je suis capable de le renvoyer dans sa voiture puis qu'il fait sa route. Fait que là, tu sais, je l'écoute. Là, l'autre, il dit, c'est pas ça l'histoire derrière. Là, je suis comme, c'est pas grave, monsieur. Hein? Le but, c'est que. Fait que là, finalement,
le gars m'explique son histoire et tout. Puis là, je réussis à faire comme, tu sais, vous allez peut-être jamais vous recroiser. Les deux, vous êtes allés porter vos enfants à l'école. Est-ce que vraiment deux pères de famille ont envie de prendre un voie de fait ce matin, une plainte de menaces? Je dis, rentre dans ta voiture, va-t'en chez toi, c'est mieux pour toi là-bas, monsieur, dans l'auto. Fait que finalement, il a pris son auto puis il est parti. Puis là, qu'est-ce qui m'a vraiment, vraiment marqué, c'est de voir à quel point... Moi, la communication, là, ça me tue. Tu sais, quand tu es dans les émotions, tu communiques plus bien. Mais après ça, j'ai regardé les gens où ils allaient. Puis j'ai réalisé, dans le fond, tu sais, l'histoire, c'était comme il y avait une affaire d'autobus scolaire. Puis là, pendant que le premier gars attendait derrière l'autobus scolaire qui était sur le stop, l'autre s'est mis entre l'autobus scolaire puis lui. Fait que l'autre l'a comme coupé. Fait que là, il était fâché que l'autre l'ait coupé. Puis là, après ça, le gars qui avait coupé le premier, il a vu que l'autre, il trouvait qu'il allait vite, puis il a comme voulu éviter une speed bump. Fait qu'il a comme contourné la speed bump. Fait que là, lui, d'en avant, il s'est mis à klaxonner en disant comme « Yo, c'est quoi ton problème? Pourquoi tu veux conduire vite comme ça? Je sais pas trop. » Puis l'auto a vu que l'autre gars s'arrêtait. Fait que lui, il s'est dit « Ah ouais, il s'arrête. » Il s'est arrêté aussi, puis il est descendu. Puis là, c'est là qu'il a commencé à s'obstiner. Mais après coup, ce que j'ai réalisé, c'est que le gars, il s'est pas arrêté pour faire comme « Yo, tu conduis mal. » Il s'est arrêté parce qu'il était devant sa maison. Parce qu'après, j'étais comme, pourquoi il part pas? Puis je le regardais de loin. Puis là, j'ai vu qu'à un moment donné, il a attendu que moi, je sois loin. Il a attendu que le gars soit parti. Puis il est rentré de reculons dans son entrée de garage. Fait que finalement, lui, il s'est arrêté parce qu'il était chez eux, là. Il voulait pas de bif avec personne ou quoi que ce soit. Mais l'autre, lui, il a interprété. Il m'a coupé. Là, il me klaxonne. Puis après ça, il s'arrête pour que moi aussi, je vais m'arrêter. What's up, tu sais? Mais j'étais comme des fois, là, on fait des affaires là, sous le coup de l'émotion. Lui, il est parti. Il sait pas que le gars, il s'est jamais arrêté là pour se pogner avec lui, mais parce qu'il habite là, puis il s'en retournait dans sa maison tout penaud. Là. Fait que, à chaque fois que je vois des situations comme ça, là, ça me tue. Oui. Et c'est des parents, c'est des adultes, c'est pas... Puis souvent, ce que j'ai comme... parce que là, tu l'expliques, puis je suis sûre qu'il y a des gens qui vont nous regarder, puis ils vont être comme, oh, mais là, ces parents-là, ils réagissent comme des enfants. Mais non, ils réagissent juste sur le coup de l'émotion. Comme c'est impossible, quand on a une émotion forte, de réfléchir comme il faut. Moi, je dis aux gens, là, quand ton émotion est à 10 sur 10, là, tu ne peux pas réfléchir comme il faut. Puis là, les gens, ils sont comme, ouais, quand tu es fâché. Puis souvent, les gens, ils donnent des exemples négatifs, avec des émotions désagréables. Puis je leur dis, tu gagnes à la loterie, là. Tu gagnes 55 millions de dollars. Tu es trop content pour savoir comment le dépenser. C'est pas vrai, c'est pas dans ton... Mentalement, c'est pas dans tes capacités, à moins que tu faisais déjà des millions de dollars puis tu avais déjà ce niveau de finances-là, de savoir ce qui va devenir spontanément. Au début, tu vas être énervé, là, puis tu vas aller manger au restaurant une affaire qui coûte beaucoup trop cher, puis tu vas te payer un voyage. Puis là, après ça, tu vas faire comme, ouais, il faudrait pas que je gaspille tout l'argent, puis tu vas reprendre tes sens. Ouais. Quand l'émotion va être descendue. Quand l'émotion va être descendue. Et je dis à tout le monde, si vous gagnez vraiment beaucoup d'argent, soyez vraiment content, prenez 24-48 heures pour être juste super content, puis prenez-vous un bon conseiller financier pour les gens riches. Voilà, là, parce qu'il y a des choses au niveau cognitif. Oublie ça. On a zéro accès là, quand on est dans l'émotion. Puis là, ça me ramène à toi, tu fais comment quand... Est-ce que toi, déjà, quand tu as des... Là, c'est une intervention improvisée du matin. Je dépose les enfants. L'intervenante en moi. Mon chum, il m'a dit, après, je racontais ça. Puis mon chum, il m'a dit, c'est parce que tu dis, deux pères de famille, toi aussi, tu es une mère de famille, là, tu vas mettre ta tête dans des affaires, tu sais pas, là, imagine, lui, il se retourne, puis il commence tu deviens la cible ou quoi que ce soit, mais les intervenants, c'est plus fort que nous, on peut pas faire ça. Non, puis en même temps, le danger, c'est ça, la perception du danger, il est où le danger? Deux personnes sont là en train de crier, ça va, toi, tu viens, puis tu te demandes, est-ce que ça va? C'est quoi réellement dedans? Non, c'est ça. C'est quoi le réellement dedans? Sur le terre-plein, à l'autre bout. Dans le pire des cas, je vais courir. Je m'excuse. Je voulais pas me mêler. Mais la réaction, tu sais, je te dis, je les ai vus. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je regarde pour être témoin si ça dégénère? Est-ce que je filme? Parce que si jamais, après ça, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va avoir capturé. Est-ce que j'interviens? Tu sais, comme dans ma tête, le raisonnement, c'est fou, là, de nos jours, là, quand tu vois des situations comme ça. Je pense que les gens, ils ont souvent ce réflexe-là aussi de se dire, tu sais, qu'est-ce que je fais? Ouais. Puis, qu'est-ce qui aurait fait que tu n'aurais pas intervenu, par exemple? Parce que là, tu as intervenu. J'ai intervenu, mais dans la cloche de la crise, je voyais qu'il n'était pas rendu au top. S'il était désorganisé et il était en train de se battre,
je serais pas allée me mettre au milieu puis faire comme « Excusez-moi, messieurs! » Je n'aurais pas fait ça, tu comprends? Mais là, je voyais que, tu sais, le gars, il avait essayé de partir, il était revenu parce qu'il était trop fâché. L'autre, je voyais que dans la crise, j'étais comme « OK, je peux faire une diversion, ça va fonctionner. » Tu sais, si je fais comme je pense que, tu sais, je suis une madame, je suis pas menaçante, je pense pas que, tu sais, comme... Fait que si c'était un homme qui avait dit « Monsieur, ça va », est-ce que tu penses que ça aurait donné le même résultat? Probablement que ça aurait créé une diversion aussi. Mais après, comment est-ce que... Tu sais, on va pas se mentir, là, les gens se comportent pas de la même manière avec des hommes qu'avec des filles. Là. Fait que si c'était un gars qui avait été là, ben, probablement qu'il aurait peut-être essayé de l'embarquer dans le conflit ou d'essayer de voir... Tu sais, comme... Moi, j'étais comme, je m'en fous, là, qu'est-ce que tu me racontes? Il t'a dépassé, il t'a coupé... Tu sais, je veux dire, un autre gars aurait peut-être fait comme « Oh, t'as dépassé, non, vous l'avez dépassé. » Tu sais, comme rentrer... Moi, j'étais pas dans le contenu, pantoute. J'étais pas dans l'émotion, pantoute. J'étais comme « Je m'en fous, moi, je veux juste pas que vous vous tapiez sur la gueule. » Un gars aurait pu faire ça aussi, je pense, mais... Tu sais, il faut toujours faire attention dans... Je pense que l'image compte, la perception que les gens ont des autres aussi, tu sais, dépendamment de... Je sais pas, moi, de comment t'es habillée, de quoi t'as l'air, de, tu sais, moi aussi, là, tu sais, en tant que femme, là, si j'arrive puis que je suis comme, yo, c'est quoi le problème? Tu sais, j'aurais pu, là, arriver en tant que femme super agressive aussi puis faire comme, yo, c'est quoi le problème? Commencer à, tu sais, il y en a des femmes qui auraient pu faire comme, vous êtes devant une école, puis vous, tu sais, puis amplifier la situation. Fait que je pense que c'est peut-être plus une question d'attitude que d'attitude et de personnalité et de... Que l'image de la personne que tu es, tout. Puis ton intention, elle était claire aussi, là. Il y a des gens qui vont venir puis ils vont être comme « Mais qu'est-ce qui se passe? » Puis ils sont curieux. Mais si tu es curieux, on va te donner l'information, mais tu vas peut-être rien ralentir versus j'arrive puis je me dis « Non, là, comme, pour de vrai, ton seul objectif, c'est qu'il ne se tape pas dessus puis que pour de vrai, ça s'arrête, là, cette histoire-là. » Mais je me suis dit « Rage Road, là, it's real. » Comme, oui. Yo, oui. Bro, 8 h du matin. Moi, je suis pas dans tous ces bifs-là à 8 h du matin, là. Comment moi, 8 h du matin? Moi, je suis quelqu'un qui ne klaxonne même pas dans la vie. Les gens sont comme « Klaxonne-le! » Puis je suis comme « Non. Non, mais il faut que tu le klaxonnes. » Je suis comme « Non. Il m'a vu, je l'ai vu, j'ai fait le eye contact de tu viens de me dépasser. J'ai pas besoin de point comme ça. Ça me rend stressée. Mais je pense qu'il y a des gens, quand ils sont dans leur auto, c'est un moment aussi où est-ce qu'ils aiment être en contrôle. Ouais. Fait que si je suis en contrôle dans mon auto, ou si c'est un moment où est-ce que, pour moi, c'est supposé être un moment apaisant, puis là, il y a quelque chose qui vient me déranger, bien, ça me dérange peut-être pour tout le reste de ma vie. Mais c'est une culture aussi, le klaxon, hein? Tu vois, à New York, c'est tout le temps. T'as pas le choix de klaxonner. Puis tu sais, c'est quoi que tu sais, même à la Barbade, là, des fois, je suis comme... J'étais avec ma cousine, puis elle était comme... Mais le klaxon, tu sais c'est quoi qu'il veut dire. Tu sais si la personne klaxonne parce qu'elle veut dire bonjour. Tu sais si la personne klaxonne parce qu'elle veut dire tasse-toi. Comme, tu comprends le coup de klaxon. J'étais comme, je connais pas cette langue encore. Non, mais le petit coup de klaxon, la personne, on dirait qu'elle dort à la lumière verte, là. Celui-là, je le connais. C'est comme, salut. T'es pas un stop. Allô, vas-y, continue. Mais, oui, non. Mais c'est comme les pleurs des enfants, là. Le pleur de nanana. Tu sais, c'est le même principe, là. Ouais, mais je sais pas. Non? Parce que, il me semble... Non? Ben... Une sensibilité au klaxon, une sensibilité aux pleurs. Ouais, peut-être. Mais, ouais, peut-être. Ouais, peut-être, effectivement. Effectivement. Puis, dans l'intervention, est-ce que tu interviens, toi, dans ta pratique, tu interviens souvent en groupe ou plus en individuel? Les deux. Les deux? Qu'est-ce qui est plus difficile? Ça dépend. Ça dépend. En fait, qu'est-ce qui est plus difficile? C'est mon travail. Mais qu'est-ce qui est plus difficile dans ton travail, d'abord? Non, mais... Ou à quel moment tu trouves ça difficile, ton travail? J'ai un chat dans la gorge. Qu'est-ce qui est plus difficile dans mon travail? En fait, je pense que quand tu fais de l'accompagnement individuel, ce qui est plus difficile, c'est la préparation. Il faut que tu sois préparé dans le sens, tu sais, tu l'as dit ce matin, j'ai fait l'intervention, je savais où je voulais les amener. Mais c'est la même chose aussi. Mais quand tu fais des interventions de groupe, ton objectif, c'est un objectif de groupe. Fait que, tu sais, tu vas atteindre la cible, peut-être à hauteur variable et tout, mais quand tu arrives puis tu fais vraiment un suivi poussé avec une personne en individuel, il faut vraiment que tu sois disponible, puis il faut vraiment que tu sois apte à regarder cette personne-là est où est-ce qu'elle veut aller et comment moi je peux l'amener là-bas. Ouais. Mais il y a la notion aussi de travailler avec la délinquance, là. Moi, je pense que il y a des étapes où est-ce que... puis dans ma pratique privée, je vais travailler avec des gens, mettons, au moment qui ont eu le délit, qui ont fait le délit, puis pendant le processus judiciaire, déjà de les accompagner là-dedans. Je vais faire ça dans ma pratique privée. Mais
il y a un moment où est-ce que quand tu réalises, quand tu prends conscience que tu viens d'écrire dans ton histoire un crime, puis comment est-ce que tu vis avec ça, puis comment est-ce que tu le gardes, bien, le processus, je trouve que c'est un processus qui est super intéressant, puis qu'à un certain moment donné, vers la dernière étape, là, c'est là où ça devient difficile, parce que tu dois faire réaliser la personne, justement, que OK, tu as fait ce délit-là. Là, maintenant, tu as essayé de te repentir, tu as compris, tu as vécu ta culpabilité, tu as fait toutes tes affaires. Là, il faut que tu recommences ta vie. Cette partie-là, là, c'est la partie la plus crunchy, puis c'est la partie qui est la plus difficile à faire avec les personnes, je trouve. Ouais. C'est super intéressant parce que là, il y a quelque chose, puis là, je vais le mettre plus général parce que je le ressens aussi avec des clients. Il y a quelque chose d'important qui est arrivé. On a fait le tour, on a tout compris. Tu sais, il y a une période de désorganisation là-dedans. Il y a quelque chose de désorganisé. On a fait toutes les étapes qu'il fallait faire. Maintenant, on ferme la boucle, puis on se rééquilibre. Puis de ce rééquilibre-là, il y a beaucoup de gens qui sont comme moi, mais ça, c'est encore là. Je suis comme, ah ouais, mais non, mais ça fait partie de ton histoire, c'est pas toi. Toi, puis ce qui t'est arrivé, c'est la répercussion de ce qui se passe. Ça va rester à l'intérieur de toi. Mais si, ultimement, tu réussis à te réorganiser, puis là, c'est un crime, c'est quelque chose qui nous est arrivé, quelque chose que, tu sais, un deuil, il y a ce bout où est-ce que, OK, ben comme il y a plus, en guillemets, il n'y a plus rien à dire là-dessus. Là. Il n'y a plus rien, tu sais, il faut juste vivre maintenant, il faut juste, tu sais. Mais c'est parce qu'il faut vivre avec. Faut vivre ça fait partie de ton histoire. Ça fait partie de ton histoire. Puis là où c'est touchy, c'est, par exemple, le meurtre, OK? Ouais. Enlever la vie de quelqu'un, c'est le délit pour lequel il va avoir le plus faible taux de récidive. Oui. Okay? Parce qu'une fois que tu as tué quelqu'un, tu n'as pas nécessairement envie de le refaire. Fait que même si tu récidives dans la délinquance, tu ne vas pas nécessairement te rendre à tuer quelqu'un à nouveau. Oui. Parce que cette situation-là est très, très, très aiguë. C'est mal vu dans la vie en général. Claire. Mais quand tu parles du après, puis qu'il faut que tu acceptes de faire partie de ton histoire, là, moi, quand j'interviens avec des jeunes de 14, 15, 16, 17, 17 ans, puis qui ont commis ce délit-là, c'est pas des gens qui vont prendre 25 ans dedans, c'est des jeunes qui vont retrouver leur liberté à 20, 21, 22, 23, 24, 25. Puis là, moi, il faut que je t'explique, puis il faut que je t'aide, puis il faut que tu comprennes que j'ai tué quelqu'un, j'ai enlevé la vie d'une personne. Je rencontre une fille. À quel moment est-ce que j'ai dit que moi, j'ai déjà tué quelqu'un? J'attends que quelqu'un dise « Ah, lui, il a tué un tel, nanana », puis que les rumeurs partent? Ou moi-même, de mon propre gré, après le 3e date, du haut de mes 22 ans, je dis à la fille « Ben ouais, ben, tu sais, j'ai des choses dans mon passé, comme on fait souvent quand on date. Ouais, moi, j'ai tué quelqu'un. » Tu comprends? Mais ça te suit toute ta vie. Puis tu veux pas non plus dire ça à tout le monde. Non. Mais tu veux pas attendre que ça fasse 1 an que tu es avec la fille, puis tu dis « Ouais, là, la fille, c'est sérieux. Maintenant, je vais lui dire. » Puis qu'elle fait comme ça fait 1 an que je couche avec un meurtrier, puis je le sais pas, puis que là, soudainement, elle prend un choc. Puis... Fait à quel moment? Tu sais, moi, c'est cette partie-là, puis c'est ça la particularité avec la délinquance, c'est que les autres choses, tu sais, mettons, je sais pas moi... Je fais de la fraude ou n'importe quoi. Ben, ça aussi, c'est de la délinquance, mais mettons, les choses... j'ai travaillé sur moi-même, maintenant, j'ai appris à dire non, ou tu sais, j'ai changé telle affaire dans ma vie. Comme, tu vas aller dans une nouvelle relation, tu vas rencontrer des nouvelles personnes, puis tu vas faire comme... Tu vas le dire, tu sais, puis les gens vont être comme « Ah, c'est bien, tu as travaillé sur toi. » Mais d'aller dans une nouvelle relation, puis dire « Ouais, ben moi, j'ai fait du temps, même plus vieux, des délits plus petits, là, ouais, moi, il y a un trou de 6 mois dans ta vie, ouais, ben j'ai fait du temps parce que j'ai fait de la fraude. » Déjà, en partant, tu sais, comment est-ce que tu regagnes la confiance des gens en étant toi-même puis en étant honnête? C'est cette partie-là qui est difficile. Qui est très difficile, Puis avec la délinquance, c'est ça, parce que il n'y a pas grand... Tu sais, je veux dire, moi, mon chum, il serait arrivé puis il m'aurait dit après 6 mois, ouais, dans la vie, j'ai tué quelqu'un ou j'aurais... Parce que souvent, ça peut être... Tu ne vas pas nécessairement aller le dire nécessairement, mais tu rencontres quelqu'un qui te dit comme « Oh, tu sors avec ce gars-là, nanana, il était dans telle histoire, telle affaire, puis tu apprends qu'il avait séquestré du monde ou whatever. » Tu continues de te sentir bien dans cette relation-là. Il faut que tu sois capable de passer par-dessus. C'est pas facile. C'est pas facile. Mais qu'est-ce que tu leur suggères? Parce que tu vois, moi, les gens que j'ai aidés qui ont déjà tué quelqu'un, c'est des gens qui avaient des conditions au niveau de la santé mentale. Fait que moi, tout ce que j'ai connu comme meurtrier, c'était des gens qui étaient pleinement décompensés, puis que les voix leur parlaient, puis les anges leur disaient, puis qu'ils avaient perçu cette personne-là de telle ou telle façon. Puis, comme c'était très médical autour, puis c'est des personnes qui ont été reconnues non criminellement responsables et qui avaient encore beaucoup de symptômes et beaucoup, même si ils ont des traitements, ils sont suivis, ces gens-là...
juste de se présenter quelque part puis de dire, oui, moi, je suis schizophrène, par exemple, c'est un défi que, en quelque part, ça vient réduire le cercle social qu'ils peuvent avoir, les endroits où est-ce qu'ils se présentent, où est-ce qu'ils peuvent aller, tout ça, alors que toi, j'allais dire le délinquant moyen, toi, avec le délinquant qui n'a pas de conditions de santé mentale particulières, comment tu fais pour l'accompagner puis qu'il soit capable? Est-ce que tu fais cette partie-là après ou est-ce que ces gens-là, ben bonne chance, puis qui les aide aussi? Est-ce que c'est vraiment le travail du criminologue aussi? Ben oui, ça fait partie du travail du criminologue, surtout en pratique privée. Après, quand ils n'ont plus de suivi, quand ils n'ont plus personne, quand ils se rendent compte, mettons, que dans le système, c'était difficile, puis là, ils viennent te voir, puis ils font comme, tu sais, qu'est-ce que je fais? Mais c'est d'apprendre, en fait, c'est d'apprendre et d'accepter le fait que ça se peut que j'aille dire, mettons, ouais, moi, j'ai tué quelqu'un quand j'avais 17 ans ou 22 ou peu importe, là, dépendamment des contextes. Là, tu sais, je me souviens, à un moment donné, il y avait une fille qui avait frappé quelqu'un en essayant d'éviter des canards ou quelque chose comme ça, puis la personne était morte avec sa voiture ou whatever. Mais il faut quand même que tu vives avec, même si c'était pas prémédité, c'est pas la même chose, mais il faut quand même que tu vives avec le fait que tu as enlevé une vie. C'est traumatisant. Une fois que tu le fais, je l'ai jamais fait, je sais pas, mais de ce que je comprends. Je suis heureuse de savoir que tu l'as jamais fait. On aurait appris ça sur le plateau, là, comme ça. Mais une fois que tu le fais, c'est traumatisant. C'est comme tu restes avec des séquelles. Tu sais que tu as enlevé la vie de quelqu'un. Puis, tu sais, souvent, ça peut être des cas d'alcool au volant. Ça peut... Tu sais, tu parlais tantôt des gens qui n'étaient pas aptes nécessairement mentalement, mais je pense que n'importe quelle personne qui s'en va tuer quelqu'un, il y a une partie... C'est pas que tu n'es pas apte mentalement, mais il y a une partie où est-ce que tu es déconnecté d'avec quelque chose. Tu as très peur, tu as l'impression que tu n'as pas le choix, tu es super anxieux pour X, Y, Z à faire. Il y a des facteurs qui font en sorte que tu te rends jusque-là, parce que sinon, tu ne vas pas juste enlever la vie d'une personne humaine, à moins d'avoir des troubles de santé mentale, d'une psychopathie quelconque. Mais sinon, dans la vie en général, tu arrives, c'est pas ça le but. Puis moi, ce que je vais dire à ces personnes-là, souvent, c'est comme, ben là, je suis sortie, je fais mon temps, là, maintenant, je m'en vais au cégep, là, maintenant, je m'en vais à telle place. OK, à quel moment dans tes cours, là, les gens se mettent en équipe avec toi? Qu'est-ce que tu ouvres? Qu'est-ce que tu dis? Ah, t'étais où les 4 dernières années? Ah, tu sais, comment est-ce que tu vas reprendre ça? Fait que déjà, trouve ton histoire que tu vas dire à monsieur, madame, tout le monde, parce que tu veux pas aller non plus arriver puis dire ouais, tu sais pas quoi répondre, tu réponds quelque chose, après tu as oublié qu'est-ce que tu as dit. Là, finalement, les gens sont comme, lui, il est bizarre, il arrête pas de mentir, puis ça a un impact. Fait que, tu sais, déjà, trouve ton histoire que tu veux raconter. C'est comme à monsieur, madame. Ouais. Puis après ça, vois aussi à quel moment dans une relation est-ce que tu te sentirais pas à l'aise de continuer avec la personne, puis que tu aurais l'impression que là, tu sais, il faut que je sois plus franc. Puis, il faut que tu vois aussi venir les impacts. Parce que, admettons, moi, j'ai fait un... Tu sais, toi, t'es l'ami de la personne que j'ai tuée. Puis là, je m'en vais au cégep ou travailler quelque part ou whatever. Puis toi, t'es là. Mais toi, tu vas le dire à tout le monde, là. Yo, c'est elle qui a tué mon ami, nanana. Fait qu'il faut que tu sois prêt aussi à ce backlash-là. Puis il faut que tu sois capable de comprendre que tu vas avoir des deuils à faire. Il y a des gens, quand ils vont savoir qu'est-ce que tu as fait, qui vont dire non, je veux rien savoir, je veux plus te parler, je veux plus ci, qui vont avoir peur, qui vont plus se sentir bien en ta présence, puis qui vont faire comme non, moi je m'associe pas à toi. Puis il y a des gens qui, eux, vont faire comme OK, mais tu as fait tel délit, tu t'es repenti, puis on pense à autre chose, mais il n'y a pas de solution magique, là. Il n'y a pas de solution magique, mais en même temps, je pense que l'imaginaire des gens, c'est que quelqu'un qui a tué, c'est nécessairement un psychopathe. Parce que c'est ça que je pense que les gens ont comme perception. Fait que quand ils entendent quelqu'un, tu sais, quelqu'un qui a fait de l'alcool au volant puis qui a tué quelqu'un, OK? Même pas. Je vais aller à un exemple là qui... Moi, j'ai déjà fait un gros accident de voiture, puis c'était moi dans l'accident, mais j'aurais pu frapper une autre voiture. J'ai frappé un poteau électrique, j'aurais pu frapper une autre voiture, j'aurais tué quelqu'un parce que je me suis endormie au volant. Je dis ça. Est-ce que... Puis je sens que je rencontre quelqu'un, puis je ne vais pas cacher ça de mon histoire, puis c'est pas correct, puis je le dis. Est-ce que c'est la même perception que tout le monde va avoir si je dis, tu sais, un moment donné, je me suis endormie au volant, quelque chose de grave est arrivé, quelque chose de grave, ouais, l'autre personne dans la voiture est morte. Est-ce que c'est la même réaction que, ben, tu sais, j'avais des mauvaises fréquentations, puis là, on était comme dans une bataille, puis là, tu sais, j'ai piqué le gars, mais je pensais pas qu'elle allait mourir, mais il est mort. Mais tu peux pas contrôler la réaction des gens. Dans le sens où, tu sais, toi, tu dis ça, à un moment donné, je me suis endormie, j'ai fait un accident. Il y a peut-être des gens dans ton entourage qui vont dire, je laisse jamais mes enfants rentrer dans l'auto de Manu, ou moi, je rentre jamais dans l'auto de Manu parce que, tu sais, imagine, elle s'endort, imagine, il arrive quelque chose, imagine, même si tu n'as pas tué personne dans ton accident. Ouais. Puis il y a peut-être des gens qui vont être comme, mais tu sais,
je comprends, ça arrive à tout le monde, mais tu sais, la prochaine fois, quand tu es fatigué, il faut que tu t'arrêtes, je t'accompagne là-dedans. C'est la même chose avec l'autre côté. Là. Il y a des gens qui vont faire comme, non, toi, tu as tué quelqu'un. Ça veut dire que ton réflexe, quand tu deviens fâché ou quand tu deviens c'est d'aller vers tes mauvaises fréquentations, que tu te mets dans des situations où est-ce que tu n'as pas le choix d'agir. Moi, j'ai pas envie d'être avec ça. Puis il y a des gens qui vont dire, tu sais, je vois les choses que tu as fait pour remettre ta vie en main. Je vois comment tu t'es repris. C'est correct, tu sais. On va continuer, on va faire un bout de chemin. Je sais que tu n'es plus rendu là. Tu as été honnête avec moi. Tu es très transparent dans ce que tu m'as dit. Ben, tu sais, il y a des meurtriers ou des personnes qui vont se trouver des femmes pendant qu'ils sont en prison. Là. Ils vont rencontrer du monde, puis ils vont se marier. Puis... Fait que je veux dire, il y a des gens pour qui c'est moins grave que d'autres, tu sais. Ça dépend toujours. Mais ça reste que c'est une grosse... je pense que dans les suivis que je fais, c'est la chose la plus difficile. C'est de dire, après, tu dois vivre avec ton délit. Puis tu dois faire en sorte que, tu l'acceptes, tu sais. Puis, disant ça, moi, si quelqu'un était venu me voir et m'avait dit... Si mon chum était venu me voir et m'avait dit « j'ai tué quelqu'un », probablement que je ne serais pas avec lui aujourd'hui, tu comprends? Je suis criminologue, ça aurait eu des impacts sur mon travail, sur les gens que ça aurait pu avoir plein d'impacts. Fait que probablement que j'aurais fait comme... Tu peux m'écrire une fois de temps en temps si tu veux, on peut rester amis de loin. Genre, j'ai pas peur de toi ou quoi que ce soit, mais je choisis que tu ne sois pas dans ma vie, mettons. Probablement que c'est ça que j'aurais fait. Mais en même temps, j'ai des connaissances, j'ai des choses différentes qui me font dire que c'est pas parce que tu l'as fait une fois que tu vas le refaire et tout. Puis ça aussi, tu sais, je veux dire, tu as des gens qui viennent dans ton bureau parce qu'ils ont tué quelqu'un éventuellement. Puis toi, tu es là en train de leur parler puis de regarder avec eux aussi. Il y a plein de gens qui sont comme, mais tu sais, tu te mets en danger, tu sais pas qu'est-ce que... Mais non, si j'avais peur, je pourrais pas faire ce travail-là, tu comprends? Moi, je dis, c'est les gens qui ont pas tué personne, c'est plus dangereux que les gens qui ont déjà tué, parce que les gens qui ont tué, il y en a pas de récidive. Il y en a pas. C'est que c'est pas le serial killer là, c'est pas commun là. Puis l'idée aussi, c'est la personne, quand ça se passe dans un contexte. C'est pas je me réveille un matin comme Chucky, puis je suis comme ça, puis je me promène avec un couteau, puis je tue tout le monde. Puis les gens, des fois, ils me disent, mais toi, tu vas te retrouver avec... Moi aussi, je me retrouve des fois dans mon bureau avec des gens qui ont fait des choses importantes. Ils me disent si j'ai pas peur. Je suis comme, mais peur de quoi? Cette personne-là, elle est dans mon bureau pour avoir de l'aide. Puis j'aurais peur que la personne se fâche puis me lance une chaise. Oui, mais on voit toujours ça à la télé. Dans toutes les téléséries que tu écoutes ça, il y a toujours un thérapeute qui finit par se faire kidnapper par un client. C'est vrai. C'est vrai. Fait que là, t'es comme, ah, mon Dieu! Fait que les gens pensent que c'est ça la réalité, là. Mais tu vois, quand j'étais à l'Institut, il y a des gens qui restent dans les unités puis qui vivent là un certain temps, puis, ou toute leur vie, tout dépendant le niveau. Puis il y a des moments où est-ce que j'aurais dû avoir peur, puis j'ai pas eu peur. Quand j'y repense maintenant, puis je suis comme, ouais. Tu sais, pour pas donner trop de détails, tu sais, je me suis pris une claque qui m'a résonné, puis j'étais comme, tu n'avais pas suivi le protocole parce que c'est une personne... Genre une vraie claque physique? Une vraie claque physique d'une personne très grande et beaucoup de muscles, mais une intelligence très, 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 très... d'un bébé, finalement. Et cette claque, c'était... Puis quand les gens sont comme, oh mon Dieu, puis tout ça, puis je suis comme, non, j'ai pas suivi le protocole. Il y avait un protocole, puis c'était important, le protocole. Puis j'étais comme dans le... Puis là, j'ai comme répété non à plusieurs reprises, puis c'est un déclencheur chez lui, puis c'était... Mais tu sais, on fait un travail humain, fait que c'est normal que les gens fassent des erreurs, là. Ouais. Mais dans la majorité des cas où est-ce qu'il y a des situations d'agression ou des trucs comme ça, c'est des choses qui auraient pu, entre guillemets, être prévisibles. Parce qu'il y a quelqu'un qui a, comme tu dis, manqué un protocole, pas vu telle affaire ou fait ça malgré que d'habitude on le fait pas. Fait que souvent, qu'est-ce qu'on se dit, c'est que dans la majorité des cas, que ce soit la sécurité statique ou que ce soit la sécurité dynamique, si tout avait été en place, la situation aurait pu être évitée. Oui. Surtout quand les gens sont institutionnalisés, parce qu'il y a beaucoup d'observations puis finalement de protocoles pour comprendre qu'est-ce qui est un risque ou pas. Puis moi, je sais que j'évaluais beaucoup les facteurs de dangerosité. Puis il y a certaines personnes, qu'est-ce qui fait que ça pourrait être dangereux d'être près d'eux? C'est tellement différent de quelqu'un d'autre, mais ils ont commis le même délit, par exemple, mais leur manifestation est différente. Puis je sais que pour avoir fait des arrêts d'agir avec des adultes, moi, quand il y a quelque chose, moi, je fonce, là. J'attaque, je saute dedans, je suis pas la personne qui est comme, je vais chercher de l'aide, je fige pas. Moi, il y a eu des interventions où est-ce que deux usagers, il y en a un qui
il y a vraiment juste... J'ai vu son poing faire comme ça, puis j'étais par-dessus lui. Je sais pas, j'ai comme volé. Parce que quand Manuel volé, chou! Puis je sais que à ce moment-là, la seule chose que je voulais, c'était qu'il y ait le moins de blessés possible. Puis moi, dans l'arrêt d'agir, parlant à la personne en lui disant, je me rappelle pas ce que je lui disais, mais je sais que dans... Je me rappelle pas ce que je lui disais. Je me rappelle ce que lui, il me disait. Il me disait plein de mauvais mots. Puis j'étais comme, non, tu ne vas pas faire ça. C'est ça, c'est quelque chose comme ça. Tu ne vas pas faire ça. Tu ne veux pas avoir les conséquences de ça. Je ne vais pas te laisser faire ça. Puis le lendemain, quand je suis retournée travailler, il s'est excusé. « Oh, Manuela, je t'ai dit ça. » Puis tout, j'ai dit, tu n'étais pas content. Je t'ai empêché de faire quelque chose de grave. Puis à ce moment-là, je te contraignais au sol. Puis il y a d'autres personnes qui sont venues puis ils ont fait l'intervention, mais tu es physiquement par-dessus quelqu'un, tu te tiens au sol. C'est pas intéressant, là. Ça te tente pas, là. Mais c'est ça que j'avais à faire pour moi à ce moment-là. J'y repense maintenant, est-ce que j'aurais pu prendre une bonne claque aussi? Oui, mais je sais pas. Je me sentais en confiance. Je venais sûrement de suivre ma formation d'arrêt d'agir. Je sais pas. Mais parce que je me revois dans la situation, puis pour moi, c'était juste... C'est ça mon travail. C'est d'empêcher que les situations y dégénèrent personnellement, dans les interactions, que ce soit dans comment les gens se parlent, comment les gens interagissent entre eux, comment les gens ressentent leurs symptômes. Puis j'ai beaucoup appris finalement, pas finalement, là. J'ai beaucoup appris dans tout ce que j'ai fait, mais je me rends compte qu'au niveau de qu'est-ce qui est dangereux ou pas, les moments où est-ce que j'étais peut-être le plus en danger, je le sentais pas tant que ça. Je le sentais pas tant que ça. Je me sentais équipée. Oui, mais c'est ça. Quand je me sentais équipée. Parce que c'est ça que j'allais dire, tu sais, quand tu parlais de fight or flight, là, moi, ça dépend vraiment de la manière dont je me sens outillée. Tu sais, je te donne un exemple. Un moment donné, on avait un jeune qui était à risque suicidaire et tout, puis j'ai été le voir dans sa chambre dans un moment où on n'était pas censé d'aller le voir dans sa chambre. Je pense qu'on venait de lever la surveillance ou je sais pas trop quoi. Puis j'ai vu qu'il avait barricadé sa porte. Là, je me suis sentie désemparée parce que je me suis dit, s'il a barricadé sa porte, il a fait quelque chose. J'ai essayé d'ouvrir la porte. Là. J'aurais pu pousser la porte avec mon pied puis rentrer. Non, je suis partie en criant. J'ai dit à mon collègue, ah, je pense qu'il s'est pendu. Puis je suis partie en courant. Puis là, mon collègue, il est arrivé en courant, mais puis là, il a défoncé la porte, puis effectivement, puis là, il a fait les manœuvres et tout. Mais dans ma tête, c'était comme, je sais ce qui va se passer. Je serai pas assez forte pour faire quoi que ce soit. Ouais. J'ai quelqu'un qui est plus outillé que moi. J'ai pas. Fait que là, c'était clair. Puis la semaine, un petit peu plus tard ou un petit peu avant, non, un petit peu plus tard, il est arrivé une autre situation. Puis le jeune, tu sais, c'était comme un acting out. Je pense pas qu'il avait vraiment l'intention de mourir, mais il a refait. Il y avait quelqu'un qui était décédé, puis il a refait la même chose pour lui-même. Puis, tu sais, là, je suis venue, j'ai frappé dans sa porte, puis j'ai dit, ah, d'après moi, il fait ça. Puis là, je me sentais outillée. Fait que j'ai fait, je vais ouvrir ta porte. Puis là, j'ai vu, effectivement, il s'était accroché. Je l'ai décroché. Mais il était pas, tu sais, c'était pas du tout la même situation. Mais la différence de sensation, de voir que, tu sais, là, je me sens au dépourvu. Je suis pas capable de le faire, mais je vais aller chercher de l'aide rapidement. Puis, tu sais, cet enfant-là, après ça, il était comme, tu sais, tu m'as sauvé la vie, là. Si t'étais pas venu, j'aurais pas survécu. Puis j'avais rien à faire à aller là ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, je suis contente. J'ai quand même fait quelque chose. J'ai été chercher de l'aide. J'ai pas figé devant sa porte puis rien faire. Mais j'aurais pas pu ouvrir la porte. Puis c'est pas parce que, je veux dire, j'aurais pu pousser le meuble, tasser le meuble, mais je ne sentais pas la force de. Fait que je l'ai pas fait. Mais de l'autre côté, quand la fois d'après, là, j'étais comme, OK, tu sais, si j'arrive puis qu'il se passe telle situation, je sais quoi faire, je vais réagir de telle façon. Puis je l'ai fait. Puis là, c'était correct. Fait que je pense que ça dépend aussi. Tu sais, tu dis peut-être que je venais de faire ma formation sur les arrêts physiques, mais c'est ça dépend de où on est. Tu sais, oui, on va avoir des personnalités, mettons, plus tendance fight ou flight, mais des fois, il y a des aspects, il y a des choses qui vont venir, qu'il faut prendre en compte, qui vont venir faire en sorte que ça va moduler ça aussi, là. Ouais. Puis là, quand tu parles de... Ça m'amène à les idéations suicidaires, les tentatives de suicide, l'évaluation du risque suicidaire. Je sais que j'en ai tellement fait que quand, des fois, je l'explique, puis je suis comme... Puis des fois, les gens ils sont comme, t'as tellement l'air d'être sûr de toi. Tu sais, quand je dis, ben,
regardez, l'espoir est au maximum. C'était dans un contexte avec tellement plein d'émotions. Cette personne-là n'a jamais fait de tentative, il n'y a pas de plan, j'ai une confiance, je suis capable de... Tu sais, je sens pas que la personne est en train de me bullshiter, c'était dans l'ouverture, j'ai réussi. Puis, il y a des gens qui me disent, mais si tu te trompes... Ça, c'est tough. Si tu te trompes... C'est tough de penser à ça. De se dire, et si je me trompe, puis que la personne elle rentre chez elle, puis je sais que... Une des raisons pourquoi j'ai arrêté le suivi individuel, j'ai encore des clients que j'ai gardés, parce que quand on est client avec Manuela, je ne ferme jamais ton dossier. Mais il y a des... J'ai tellement eu en peu de temps beaucoup de personnes, puis je ne sais pas, entre que les gens ils se réfèrent, là, le mal de vivre. J'ai tellement eu beaucoup de jeunes filles qui étaient là-dedans, puis là, ma fille se rapproche de l'âge de ces jeunes filles-là. Fait que là, je rencontrais des 9 à 14 ans qui avaient fait des tentatives, qui faisaient de l'automutilation, mais de façon vraiment avancée. Puis là, je me disais, mon Dieu, mon enfant grandit, puis quand je regarde ma fille, j'ai pas peur qu'elle ait envie de mourir ou quoi que ce soit, mais il y a quelque chose qui se passe, puis que je sens que c'est plus ma place. C'est plus ma place, puis encore une fois, il y a quand même des gens qui arrivent qui sont comme... Mon neveu m'a dit ça, est-ce que tu peux le prendre? Puis je suis comme, référez-le ailleurs, référez-le là. J'ai pas plus. Puis, histoire personnelle, pendant mes études, j'étais à l'Institut, puis il y a un monsieur, on faisait des séances de groupe, on parlait de c'était quoi la schizophrénie, on parlait de comment gérer sa médication, comment quand on sort de l'hôpital, qu'est-ce qui est attendu pour finalement pas revenir, ou c'est quoi les facteurs qui aident vraiment, puis est-ce qu'ils connaissent leur dossier, est-ce qu'ils comprennent leur dynamique personnelle, puis tout ça. Puis ce monsieur-là, il venait, puis il parlait jamais. Et puis, moi, je me sentais comme un peu incompétente parce que moi, je voulais que les gens y parlent. Fait que moi, je suis aux études, je participe, et là, je le relance, il me regarde à peine, je suis comme, OK. Puis les gens sont comme, hey, félicitations, t'es la seule qui fait que ce monsieur-là, il reste jusqu'à la fin. Il n'est jamais resté jusqu'à la fin pendant 2 ans dans tous les programmes. Puis j'étais comme, fait que je dois être contente qu'il est dans la pièce. Je suis désolée, là, moi, avec mes idées de grandeur, d'intervention, je suis comme, OK, fait que je devrais vraiment être fière. Genre, mais je ne le ressentais pas. Puis dans des moments où est-ce qu'on n'était pas en intervention, des fois, on jouait avec eux aux cartes, au billard ou quoi que ce soit. Puis il est venu me parler. Puis il m'a dit, je pense que tu es la seule personne qui peut m'aider. Puis j'étais comme, non. C'est une grosse pression. Grosse pression, tu dis? Puis j'étais comme, non. Ben là, j'étais comme, il est en confiance, fait qu'il va me dire quelque chose, fait que je vais pas dire non. Mais à l'intérieur de moi, j'étais comme, non, je suis pas la personne. Puis il m'explique comment il se sent mal. Parce que quand il prend sa médication, il y a beaucoup de symptômes, mais quand il prend pas sa médication, il est décompensé. Puis là, il m'explique ça, puis il me dit, il faut que tu parles à mon médecin, c'est toi qui vas pouvoir le convaincre. Puis là, il est convaincu quand il me dit ça, là. Puis je suis comme, mais si le médecin, il veut pas ou quoi que ce soit, puis je connaissais un peu son histoire et son dossier, puis tout, puis je savais qu'ils avaient essayé plein de choses, tu sais. On essayait plein de choses, puis il décompensait. Puis là, quand quelque chose fonctionnait au niveau des symptômes, lui, il criait qu'il souffrait tout le temps. J'ai dit, ce monsieur-là, il est très à risque, j'ai l'impression, puis tout. Puis il avait essayé. Puis les gens sont comme, non, c'est des cris à l'aide, c'est des acting out, c'est non, puis tout ça. Puis il m'avait amené à... Oh, j'ai une petite émotion. Il m'avait partagé que... parce qu'il avait le droit de sortir pour aller travailler, qu'il avait voulu aller se suicider, mais qu'il y avait trop de monde, fait les gens allaient le sauver. Fait qu'il ne l'a pas fait. Il a dit, je sais pas nager. Je pense qu'il ne savait pas nager. Il a dit, j'allais me jeter dans l'eau, ça allait être réglé. Mais il dit, il y avait trop de monde autour, fait que c'est sûr que quelqu'un allait me sauver. J'ai dit, ce monsieur-là, il va essayer, là. Il va essayer prochainement. Puis là, je regardais, puis là, je vais voir l'infirmière, parce que là, je me sens pas équipée. Là. Je le sais, là, que... Là, je dis, ce monsieur-là, il est à risque. Jeune étudiante, je travaille à temps partiel et je fais ma maîtrise à la même place. Calme-toi, il y a eu plusieurs tentatives. C'est un monsieur qui fait beaucoup d'acting out, il y a des up and down. Puis je suis comme non. Puis j'avais pas les mots cliniquement pour expliquer à quel point j'étais comme non, là, ce que je viens de vivre là, dans la salle de jeu, c'est hors de... C'est quelque chose d'autre. Comme c'est... Quand vous voulez le faire parler, il ne veut pas parler. Là, il voulait me parler. Puis là, j'explique. Non. La semaine d'après, il est parti. Puis je me suis dit, j'ai pas bien fait quelque chose. Puis j'étais convaincue que j'aurais pu mieux communiquer, puis ça ne se serait pas passé. Mais la culpabilité qui vient quand on perd une personne, tu sais, on a l'impression d'avoir un rôle à jouer. D'avoir un rôle à jouer. Mais dans les faits, tu as fait du mieux que tu pouvais avec les capacités que tu avais. Puis
puis ça y appartenait. Mhm. C'était sa Ben décision. Puis il a pris un moyen qui était sans équivoque. C'était garanti que ça allait fonctionner. Ça a fonctionné. Puis quand ils sont venus, ils ont fait les interventions après avec l'équipe et tout ça, puis le soutien. Puis il y a des gens merveilleux qui font un travail vraiment d'accompagner les équipes, d'accompagner mentalement pour que tu sois correct. Mais la chose qui m'a réellement soulagée, c'est la lettre que sa mère nous a écrite. Elle nous a remerciés. Elle a dit qu'elle savait que son fils souffrait, qu'elle comprenait que c'était une décision qui appartenait à lui seul, puis qu'on lui a donné des bonnes années, puis qu'on a été là pour lui, puis que tout le monde à qui il a pu échanger ou parler, bien, c'est quelqu'un qui a donné à sa vie. Puis je suis dans les dernières personnes en qui il a eu confiance. Ouais. Fait que c'est comme sucré-salé, là. Ben oui, c'est sûr. Mais je pensais qu'après, travailler avec des gens qui avaient des idéations suicidaires, ça allait être impossible. Puis là, je me suis rendu compte que, ben non, parce que je lis l'œil clinique, puis je sais c'est quoi que j'observe, puis je sais qu'est-ce que je cherche comme information quand je suis dans une intervention. Fait que moi, je suis quelqu'un, pour collecter des données, là, quand des fois je dis aux gens, ben, je m'excuse, mais je t'ai déjà analysé, ça se fait un petit peu automatiquement, des formations professionnelles. Tu sais, je vais regarder le non-verbal, je vais regarder ce que la personne dit, je vais regarder les mots que la personne a choisis, je vais reprendre. Tu sais, des fois, je vais dire, tu as dit ça, est-ce que tu voulais dire plus ça ou ça? Puis les gens sont comme, non, vraiment ce mot-là. Puis là, je vais accrocher une émotion. Fait que je trouve tout ça parce que je pense que tu m'as ramené à cette période-là. Mais je trouve que pour moi, ce qui est difficile, c'est quand les gens sont fermés. Quand les gens sont réellement fermés. Ben oui. Parce que quelqu'un d'ouvert puis que c'est pas moi qui dois l'aider. Parce que ça arrive des fois, je suis comme, dépasse mes compétences, je te réfère à un psychothérapeute, un psychologue. Allez-y, madame, monsieur, avec votre enfant en pédopsie. C'est plus moi, là. Je suis capable. Mais quand je ne suis pas capable de savoir ce que la personne a besoin parce que c'est trop fermé, les grands dépressifs, les gens, ils viennent, puis ils sont assis, puis ils sont en silence. Puis je suis comme, OK, il ne parlera pas beaucoup, mais il est là. Tu es devant moi. C'est déjà tu t'es habillé, tu es sorti, tu es venu devant moi. Tu es venu devant moi. C'est déjà c'est déjà quelque chose. C'est déjà un appel à l'aide. Oui, c'est beaucoup. Puis après, comme tu dis, ça revient à son choix. Puis tu sais, que ce soit une personne qui décède par suicide ou qui décède, une personne qui s'est fait tuer ou un homicide ou peu importe quoi, mais la culpabilité des gens qui sont autour après de dire, tu sais, j'ai fait une mauvaise évaluation, nanana, mais c'est de ça qu'il faut sortir aussi. Puis il faut ramener, comme tu dis, justement, la personne à se dire, moi, j'ai fait de mon mieux dans le rôle dans lequel j'étais et la personne a fait son choix parce qu'au final, c'est elle qui décide comment elle peut être aidée ou ne pas être aidée. Mais ça, c'est difficile, puis c'est difficile pour le commun des mortels aussi, puis ça donne des clics, puis c'est sensationnaliste de dire telle personne est décédée, est-ce que le système aurait pu faire... Tu sais, je veux dire, c'est sensationnaliste, mais quand tu es là puis que tu le vis au quotidien, c'est quelque chose. C'est quelque chose. C'est quelque chose de se poser la question, est-ce que cette personne-là va revenir ou cette personne-là va partir et je ne saurai pas la suite? Parce qu'il y a ça aussi. Il y a des contextes où est-ce que j'ai été en programme d'aide aux employés. Les gens, ils avaient 6 séances. Puis quand ils arrivaient dans mon bureau, j'étais comme, mais c'est impossible. Ouais, ça, c'est tough, hein? Je suis comme, non, mais c'est tough, tu dis. J'étais comme, mais c'est... Tu les renvoies, puis tu sais que ça va peut-être s'arrêter là parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer ou parce que ci ou parce que ça, puis c'est fini, là. C'est fini, là. Puis là, t'es comme, OK, vous avez 6 séances. Puis la personne est comme, mais je vais vous payer, on va pas le dire, je vais revenir. Ou il y a des gens qui sont comme, ils attendent parce que c'est à l'année, tu sais, le programme d'aide. Puis là, l'année finit, on va dire, le 31 décembre. Puis là, le 2 janvier, ils apparaissent dans mon agenda. Ouais. Puis je suis comme, OK, fait que toi... T'attends ton 6 séances. Mais moi, souvent, ce qu'ils faisaient... Moi, je pense que l'année finissait... Mais en tout cas, ça dépend, là. Mais ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils allaient aux 2 semaines quand les années chevauchaient. Fait qu'à la place d'avoir 6 séances, bien, il y avait 12 séances pendant 24 semaines. Ouais. Fait que là, le suivi, au moins sur 24 semaines, tu peux travailler plus de choses. Tu as 12 séances, mais sur 24 semaines, tu peux aller faire des devoirs. Parce que quand c'est 1 par semaine, 6 semaines, c'est court. C'est court, c'est fini. Puis j'ai des gens aussi qui arrivaient. Puis là, je me disais, ben non, ce que tu as besoin comme aide, c'est pas 6 semaines. À la première séance, ils dévidaient leur... Ils versaient, puis c'était des 10 ans de problématiques, de traumas. Puis là, j'étais comme... Ça le fera pas, là. Ben non, ça le fera pas. Je vais vous donner... C'est minime ce que je peux vous donner versus ce que vous avez vraiment besoin. Mais en même temps, je ne veux pas emmener la personne à perdre espoir dans le suivi. On va travailler des choses, mais ça ne sera pas parfait après. Ça ne sera pas parfait après. Puis là, c'est ça. Puis là, la personne, elle repart des fois avec une liste d'épicerie. OK, fait qu'il faut que je travaille ma confiance en moi, ma relation avec ma mère, ma relation avec ma blonde, finalement, ma relation avec l'argent. Ah, il faut que je travaille un petit peu de toxicomanie, finalement. Puis là, tu es comme... oui.
de le reconnaître, c'est vraiment une très bonne étape. Mais ça, c'est quelque chose aussi pour moi que ça ne l'a pas fait. Je suis trop interventionniste. J'aime ça me rendre au bout avec les gens. Dans les projets, j'aime ça partir des projets. Mais avec les gens, j'aime ça me rendre au bout où est-ce que je sais que la personne, elle a évolué. Est capable. Elle est capable est capable pour la suite. Elle a les outils pour elle s'occuper d'elle. Fait que ça, c'est... moralement, c'était venu me chercher. J'étais partie principalement, uniquement pour ça. Parce que j'étais trop souvent dans le deuil, moi, en tant qu'intervenante, de peut-être que tu ne verras jamais la suite. Peut-être que pour cette personne-là, il n'y aura pas de suite. Peut-être que c'est la dernière fois que cette personne va consulter. Tu sais, puis je suis comme, mais c'est comme si j'ai ouvert le livre, j'ai trop vu, puis là, on ferme le livre. Mais non, mais il faut finir l'histoire. Il faut finir l'histoire, là. Mais je trouve que c'est un vraiment très bel épisode qu'on vient d'avoir. Impossible. Je trouve que c'est vraiment, vraiment, vraiment un épisode qui est super pertinent. Puis, tu sais, tout ce qui touche la relation d'aide, que ce soit moi, de mon point de vue, un petit peu plus avec la délinquance, que ce soit peu importe quoi, là, on a fait une pointe de tarte, là, on s'entend. Ouais. Mais c'est tellement important. Puis, je pense qu'au final, et toi et moi, on fait notre travail parce qu'on veut que les gens aillent mieux. Ouais. Puis ça, tu sais, je veux dire, tu sais, je repense à la situation qui m'est arrivée ce matin. Le but, c'est que les gens soient bien. Le but, c'est que les gens puissent continuer d'avancer. Ouais. Puis c'est un peu ça aussi qu'on fait avec le podcast. On veut, quand vous nous écoutez, que vous soyez bien puis que vous soyez capable de voir que vous n'êtes pas seul à vivre plein d'affaires, plein de situations. Puis... Oui. Puis des fois, d'en parler, c'est ça la solution. Parce que j'ai l'impression que des fois, les gens ils se disent, ben personne ne pourra m'aider là-dedans et tout, mais des fois, l'aide qu'on a besoin, c'est de l'extérioriser, c'est de savoir que je vis ça, je le nomme, ça ne reste pas coincé à l'intérieur de moi. L'écrire, le nommer, le partager, se faire valider. Si vous vous sentez mal pour quelque chose, c'est que c'est valide. Vous n'êtes pas stupide, vous n'êtes pas niaiseux, vous n'êtes pas nounoun, vous n'êtes pas bébé lala. S'il y a quelque chose qui vous dérange, ça vaut la peine de le regarder pour au moins comprendre de quoi il s'agit. Merci pour tes partages. Merci pour tes partages. Guys, allez nous suivre sur toutes nos plateformes, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok et compagnie. Puis on se revoit sur Patreon. On va continuer ce Deep Soul Searching. Là. On va continuer de parler de nous un peu là, sur le Patreon d'aujourd'hui. Fait que allez vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez-y. Et vous savez, Afrodescendant, le podcast, partagez. C'est important. Partagez.